Le troisième chapitre, l'État a encore des marges de manœuvre. Alors ça, c'est ce qu'on vous vend tout le temps. Non, mais la construction européenne, c'est pas si contraignant que ça. Regardez, il y a des pays qui s'en sortent bien au sein de l'Union européenne. Les États ont encore des marges de manœuvre. Même si on n'a plus la politique monétaire, il y a une politique budgétaire, vous pouvez très bien vous en sortir au sein de l'Union européenne. Ce que vous dites, c'est faux. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est entre autres ce que dit M. Bayrou. M. Bayrou, il nous dit depuis plusieurs jours se développe et se répand une idée extrêmement dangereuse à mes yeux, celle que les réformes que nous avons à faire et que les économies auxquelles nous devons réfléchir seraient en fait imposées à la France par l'Europe et par l'Allemagne. C'est une idée absolument fausse, dangereuse parce qu'elle est démobilisatrice et régressive. M. Bayrou. M. Balladur, ça c'était juste avant Maastricht, pareil, il nous disait circuler, il n'y a rien à voir, Maastricht, ça ne va rien changer, on reste maître de nos politiques. M. Balladur nous disait la création de cette monnaie européenne n'aura rien d'automatique. En outre, chaque État conservera la maîtrise de sa politique budgétaire et fiscale dans des limites qui ne seront pas plus étroites que celles d'aujourd'hui. Ça ne changera rien. La réalité, c'est ça, c'est les procédures budgétaires, parce que évidemment, l'euro, de facto, avec l'euro, vous n'avez plus votre politique monétaire. Soi-disant, il resterait notre politique budgétaire. Vous savez qu'il y a peu de temps, Hollande, il avait été élu en disant « je vais renégocier le TSCG », on appelle le traité budgétaire. Bon, il a été élu, il n'a rien négocié du tout, il a appliqué le TSCG. Donc on va voir ce qu'est le TSCG. TSCG, il se sépare en deux grands packages, comme on dit à Bruxelles. Il y a le two-pack. Le two-pack, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que la Commission demande aux États de rendre leur copie. Vous savez, c'est un peu l'élève et le maître, quoi. C'est la même chose, vous rendez votre petite copie et il y a Bruxelles qui vous donne une note. Ça c'est bon, c'est pas bon, vous devez faire des efforts. C'est la même chose. Mais non seulement elle dit c'est pas bon, etc., elle peut demander des modifications. C'est là que c'est intéressant. Et quand ça lui plaît pas, non seulement elle demande des modifications, mais elle donne les recommandations. C'est-à-dire, bon, ça va pas, votre déficit est trop élevé, ce qu'il faudrait faire, c'est ça. Donc jusqu'ici, vous vous dites c'est des recommandations, ça n'a pas un caractère obligatoire quelque part, donc effectivement, on garde peu ou prou notre maîtrise. Sauf qu'il y a le deuxième larron qui est le six-pack. Le six-pack, il nous dit qu'en plus de ces suggestions, la Commission européenne peut demander aux États, elle peut mettre des amendes aux États qui n'appliqueraient pas les recommandations. Donc quelque part, ça prend de facto un caractère obligatoire. L'amende peut aller jusqu'à 0,1% du PIB. C'est monstrueux, hein. Le PIB de la France, c'est 2000 milliards. Donc voilà comment ça fonctionne. Après, il y a également les dates. Donc effectivement, l'Union européenne donne ses priorités. Après, le gouvernement rend sa copie. Bruxelles l'évalue. Effectivement, ça peut être retoqué, des modifications. Donc ça fonctionne vraiment comme ça. Donc dans ces conditions, je ne vois pas trop où sont les marges de manœuvre de l'État. Si la marge de manœuvre peut être, écoutez, plutôt que de couper dans l'éducation nationale, je vais couper dans l'armée. C'est un peu la seule différence entre la présidence Hollande et Sarkozy. Mais grosso modo, on vous dit de couper, on vous dit de pas augmenter, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Il y a deux articles des traités européens qui sont assez symboliques à ce sujet. C'est l'article 106 du TFUE et l'article 121. L'article 106, qu'est-ce qu'il nous dit ? Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités. Si vous connaissez un peu les traités européens, les règles des traités, c'est la concurrence. Donc c'est ce que nous dit le deuxième alinéa, je ne vais pas vous lire l'intégralité, mais on nous dit effectivement que les entreprises publiques sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence. Règles de concurrence difficiles dans un service public. Et évidemment, le troisième point, c'est à chaque fois le bâton. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que vous ayez un gouvernement de gauche, un gouvernement de droite, la marge de manœuvre elle est assez faible. Cet article nous dit que petit à petit, il faut privatiser les services publics. C'est ce qu'on voit avec la Poste, la SNCF, EDF, GDF, etc. Il y a des grandes manifestations, des fois pendant des privatisations ou autres, où on a accusé Sarkozy ou un autre
de tous les maux, il y a les syndicats qui manifestaient, mais fondamentalement, c'est prévu par les traités européens. J'attends encore une grande manifestation où on va accuser les véritables responsables, c'est-à-dire la Commission européenne. L'article 121, je ne vais pas vous le faire aussi parce qu'il est assez long, mais grosso modo, qu'est-ce qu'il veut dire, l'article 121? Il nous dit que chaque année, la Commission européenne, donc le Conseil, avec les recommandations de la Commission européenne, donne des grandes lignes de politique économique, entre autres de politique budgétaire, aux États membres. On va voir très très rapidement ce que ça donne avec les grandes orientations des politiques économiques européennes de 2014-2015. Vous allez voir que des petites phrases de ce rapport, vous les aurez entendues dans la bouche de certains ministres qui croient avoir fait une grande trouvaille. Par exemple, dans ce rapport, il y avait la réduction des dépenses publiques. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois. Mais si vous connaissez un peu la constitution des dépenses publiques en France, vous regardez que depuis 10 ans, les dépenses de fonctionnement de l'État, en pourcentage du PIB, elles n'ont pas du tout augmenté. Contrairement au mythe, on nous dit à chaque fois le mythe de l'État dépense trop, l'État ne cesse de dépenser. L'État, en termes de dépenses publiques, en pourcentage du PIB, ça a même baissé de quelques points si on regarde sur 10 ans. Il y a les dépenses après des régions, forcément on fait de la décentralisation, soi-disant pour économiser. Il y a les dépenses des régions qui ont un petit peu augmenté, cela dit c'est un peu normal, si vous enlevez des compétences aux États et que vous en mettez aux régions, les régions doivent bien avoir un peu plus de ressources. Et enfin ce qui explose au niveau de la France, c'est le troisième grand poste, c'est les dépenses sociales. Donc quand on vous dit réduction des dépenses publiques, ça veut dire réduction des dépenses sociales. Le deuxième point, redéfinir la portée de l'action des pouvoirs publics. Par exemple, l'action des pouvoirs publics, quand l'État, via des entreprises publiques, tiens, la SNCF, la Poste, etc., quand on vous dit redéfinir la portée de l'action des pouvoirs publics, vous enlevez là où vous enlevez par exemple de la santé. Est-ce que la santé, c'est vraiment à l'État de gérer tout ça? Est-ce que c'est à l'État de gérer la Poste, de gérer EDF? Non, on va redéfinir tout ça. Le texte va plus loin pour le système de santé. Comme je vous le disais, il nous dit « D'importantes économies à court terme ne peuvent être réalisées sans une réduction significative de l'augmentation des dépenses de sécurité sociale. » Alors ça c'est magnifique, c'est le jargon bruxellois. En gros, ils veulent dire il faut baisser, mais ils nous disent une réduction significative de l'augmentation des dépenses. C'est du beau jargon. Donc grosso modo, c'est quoi? Ça, c'est ce que vous voyez, des remboursements de plus en plus de médicaments, des tickets modérateurs ou autres. C'est le désengagement de plus en plus de l'État, du remboursement des dépenses de santé. Et on le voit avec de plus en plus la montée en puissance des mutuelles vis-à-vis de la sécurité sociale. Ça fait partie des recommandations, entre autres, des grandes orientations de politique économique de la Commission européenne. Simplifier les échelons administratifs. Ça, vous avez l'impression d'entendre Valls et autres sur le fameux millefeuille administratif. Ça vient pas d'eux, ça fait des années que les grandes orientations de politique européenne parlent de simplifier les échelons administratifs, de dire que la France a trop entre les communes, les départements, les régions, etc. Il faut le simplifier. Et bien évidemment, quand c'est au niveau de l'Europe, les échelons à simplifier, c'est tous les échelons qui datent de 1789, c'est-à-dire c'est la commune, le département et bien sûr l'État. Ce qu'ils veulent, c'est des grandes régions qui gèrent directement avec Bruxelles. Donc là, forcément, vous n'avez effectivement que deux niveaux quasiment, enfin trois. Vous avez les grandes métropoles, les régions et l'Union européenne. Nous, à l'UPR, on va aussi on va simplifier l'échelon administratif. On va enlever l'échelon tout en haut. On va enlever l'Union européenne. Ça va simplifier au niveau administratif. En plus, on l'a vu tout à l'heure, ça coûte assez cher. Le cinquième point important de ces GOPE, il convient que le salaire minimum continue d'évoluer de manière propice à la compétitivité et à la création de l'emploi. Donc ça, c'est encore de la novlangue bruxelloise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire grosso modo, il faut arrêter de réévaluer le SMIC. Et pour être au niveau de la compétitivité, quand vous êtes dans un espace commun européen, vous avez en Bulgarie, vous payez les gens 3,5 € de l'heure, où vous avez des pays qui n'ont pas de salaire minimum et d'autres qui ont des salaires minimums à 157 € par mois. Ça veut dire qu'il faut arrêter tout ça, quoi. Le sixième point, une attention particulière devrait être accordée aux dispositions réglementaires du Code du travail ou aux règles comptables liées au seuil spécifique en matière d'effectifs. Ça ne vous rappelle pas exactement ce que disait le ministre du Travail, M. François Rebsamen, qui disait qu'il fallait
geler les seuils sociaux des entreprises, qu'il fallait arrêter ça. Il ne fait que reprendre les GOP, hein. Il n'invente rien du tout. Accroître la souplesse des conditions de travail en cas de difficultés économiques provisoires. La remise en cause du CDI, qui est prônée de plus en plus justement pour avoir un travailleur plus flexible. C'est ici aussi. Un autre point qui est important, une majorité reste confrontée à d'importantes barrières à l'entrée ou à l'exercice. Par exemple, les taxis ou les secteurs des soins de santé, les notaires et les professions juridiques. Ça ne vous rappelle pas la loi Macron? Ce qui est marrant, c'est qu'avant la loi Macron, il y avait aussi M. Montebourg, vous savez, le ministre chevaleresque qui nous disait « Vous allez voir ce que vous allez voir, on va réindustrialiser, on va pas se laisser faire par l'Europe ». M. Montebourg, ça a été le premier à vouloir faire cette loi en disant que ça vient de lui, non, ça vient des GOP avant lui. Cette loi était ce point était dans les GOP avant que M. Montebourg ou M. Macron fasse sa loi. 9e point, les tarifs réglementés restent d'application pour les ménages en ce qui concerne l'électricité. Ils sont fixés en dessous des niveaux de coûts et l'accès pour les autres fournisseurs est limité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ouvrir le marché, pas seulement à EDF mais aux autres. Et après, c'est tout ce que vous voyez, non, l'énergie, c'est pas assez, donc il faut augmenter le prix de l'électricité parce qu'il ne reflète pas la réalité du prix du marché. Donc il faut augmenter le prix de l'électricité. Tout le monde tape sur l'État quand c'est le cas, mais c'est recommandé par Bruxelles. Et enfin, ce dont je vous parlais tout à l'heure pour l'article 106 sur la SNCF, donc on le voit, c'est dit très clairement, dans le secteur ferroviaire, des barrières à l'entrée continuent d'entraver le bon fonctionnement des marchés. Ça parle tout seul. Les aveux, parce qu'on vous dit non, vous exagérez, c'est une belle photo, hein. On vous dit vous exagérez, regardez, l'Union européenne, finalement, c'est peu tant que ça. Regardez, il y a le Parlement, on a le pouvoir législatif, notre pouvoir budgétaire. Viviane Reding, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les gens doivent se rendre compte du pouvoir qu'ils accordent au Parlement européen, car c'est lui qui vote les lois qui seront appliquées dans chacun des États membres de l'Union européenne. 75 à 80% des lois nationales viennent de l'UE. Effectivement, il y a beaucoup de marge de manœuvre. C'est la même Viviane Reding, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, qui a été allée devant les parlementaires français en leur disant « Il faut bien vous rendre compte qu'il n'y a plus de politique nationale, il n'y a que des politiques européennes ». L'ex-vice-présidente de la commission Barroso, luxembourgeoise, Viviane Reding. Et enfin, meilleur porte-parole pour nous, M. Juncker, il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. C'est vrai que la marge de manœuvre, dans ces cas-là, est immense. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit ça dans le contexte de la Grèce. Vous savez, la Grèce, il y a M. Tsipras qui est arrivé, qui disait qu'il ne voulait pas appliquer les politiques de la Troïka. La Troïka étant le FMI, la BCE, grosso modo, et la Commission, ce qu'ils appellent les institutions maintenant. Et il disait qu'il voulait changer ça. Sauf que M. Juncker lui a rappelé que peu importe ce que votait la Grèce, ils appartiennent à un espace qui s'appelle l'Union européenne, et ce qui fait foi, c'est les traités qui ont été pactés avec tous les membres. Et un seul membre, évidemment, n'a aucune chance de changer les traités lui-même, comme il faut l'unanimité. Donc il n'y a pas de choix démocratique étant au sein d'un pays contre les traités européens. Monsieur Jean-Claude Juncker.